Je suis maire d'une commune qui a peu de moyens. Même si je suis hyper intéressé par cela, souvent les projets sont contraints par les moyens, des ressources financières. Et ce qui me manque dans votre présentation, c'est à quel prix on s'en sort en réfléchissant comme ça. Est-ce qu'on est dans la norme d'une construction normale, on va dire, où on utilise du béton neuf, tous des matériaux neufs? Oui, alors ça c'est une question qui revient souvent en effet, et elle est primordiale, mais également pour la commune de Meyrin, elle l'était. C'est donc des deniers publics et ils ne peuvent pas être dépensés sans un regard vraiment pointu sur la question des budgets. Et on a fait 2 cahiers de soumission, en réalité, c'était 3 cahiers. Un premier cahier qui était construction standard, mais variante. Et le deuxième cahier, qui avait un sous-cahier, qui était construction avec du réemploi. Et le sous-cahier présentait la fourniture des éléments à réemployer. Et on se demandait au moment de la rédaction comment les prix allaient rentrer, quel allait être aussi l'intérêt des entreprises à remplir ces 2 cahiers de soumission. Et finalement, si on allait atteindre notre objectif ou si on serait contrainte à devoir couler et donc un la dallage. réponse Et la réponse, finalement, c'est que les éléments à réemployer sont des déchets. Et donc, ils n'ont pas de valeur. Ils coûtent 0 franc. Et c'est là où on arrive à être équivalent en termes d'argent par rapport à une nouvelle construction. C'est que on paye plus la main-d'œuvre, mais on n'a pas de fourniture de matières premières à payer. Première, on pourrait dire, de deuxième main. C'est ça. Et donc, cet exercice, c'est comme ça qu'on a pu le réaliser. C'est parce qu'on était au même montant à peu près entre une construction nouvelle et nouvellement coulée ou un béton réemployé. Donc on tournait autour de 245 francs du mètre carré et les entreprises étaient très intéressées. On était surprise de recevoir autant de soumissionnaires. Ensuite, on a fait des auditions pour être sûr que les entreprises avaient bien compris le but de l'exercice et ils se sont battus comme des lions pour obtenir ce marché. C'était parce que il n'y a pas que les architectes et les collectivités qui ont envie de s'engager pour des actes bâtis plus vertueux. Les entreprises de maçonnerie sont très conscientes de ce qui se passe et aimeraient elles aussi pouvoir jouer une carte dans ce moment d'urgence climatique. Et c'était très intéressant de rencontrer ces entreprises et d'entendre leur position qui est difficile à tenir entre des prix à tenir et puis la conscience de l'impact de leurs actes bâtis. Ce qui veut dire, pour une commune, accepter de penser différemment, comme ça a été dit par plusieurs intervenants, c'est-à-dire payer du vieux, payer le neuf, le prix du neuf, mais avoir finalement un truc vieux. Donc c'est penser différemment, c'est accepter cette nouvelle esthétique. Moi je trouve hyper convaincant votre projet aussi parce que c'est une certaine esthétique, c'est une façon de démontrer que ça peut être beau malgré le fait que c'est vieux, quoi. On paye neuf mais c'est vieux. C'est ça. Mais là c'est vieux. Ça, en même temps on est dans ce moment très particulier où le neuf est vraiment re-questionné. La façon, probablement qu'on construira moins, qu'on réhabilitera davantage et que les nouvelles constructions auront un caractère plus précieux. Elles sont plus rares, donc plus précieuses. Michel. Il y a le micro derrière. Ça marche, oui, ça marche. Moi, j'ai 2 questions, si j'ose.
J'ai le droit. Oui, oui. Alors, comme ça, vu que vous avez la parole, je commence par vous, et puis après, l'autre question, elle s'adresse aux autres orateurs. Ce que je me dis, puisque moi, je fus architecte, mais je travaille en aménagement du territoire, c'est si on poursuit cette logique-là, à un moment donné, il va falloir quand même organiser le stockage de ces matériaux prêts à réemployer et organiser aussi les flux, c'est-à-dire la connaissance de ce qui existe, la redistribution. Ça, c'est vraiment un domaine qui n'est pas tellement encore organisé, on est d'accord, mais vous partagez ce besoin-là ? Absolument, vraiment, Okay. Ça c'est primordial. Il me semble. Hein. Nous, on a fonctionné pour... maintenant, on en est à notre 4e expérience de dallage à réemployer, enfin, en éléments à réemployer. On a à chaque fois fonctionné en flux tendu, mais c'est compliqué. Ça veut dire qu'on est tout le temps sur le qui-vive, on est tout le temps dans la réaction immédiate et avec le danger de ne pas maîtriser complètement le planning, qui est l'autre point vraiment crucial pour un maître de l'ouvrage, évidemment. Le prix et le planning. Et avoir une surface tampon, ce serait vraiment beaucoup plus confortable parce que Baubureau in situ à Bâle fonctionne différemment. Ils font du réemploi depuis 30 ans, mais avec 2 chantiers. C'est un premier chantier de collecte, puis quand on a tout, eh bien, on commence à bâtir avec les éléments à réemployer. Mais pour ça, il faut avoir de la place. Et il faut aussi pouvoir ménager un temps plus long. Et on n'a pas toujours cette possibilité. Donc il faut réactiver des filières qui ont existé, mais aussi être soutenu de façon communale ou intercommunale sur des endroits qui permettent ce stockage et qui permettent cette diffusion de matière. Et je pense que les choses sont en marche, notamment à travers des plateformes comme Reudzi, qui sont en train de naître et puis de former des sortes de places du marché virtuel. Mais ça suffit pas, en fait, d'être virtuel et d'être toujours dans la réaction immédiate. Des espaces physiques sont importants. Ouais. Deuxième question. Et puis deuxième question, ça s'adresse à la fois aux 2 premiers orateurs et puis à la ville de Lausanne. Vous avez parler de la question du genre dans le sport. Et ça m'intéressait de savoir comment vous aviez traité cette question-là. Est-ce que c'est par le choix des sports, mais au risque de caricaturer un peu ce qui est féminin ou ce qui ne l'est pas? Ou bien est-ce que c'est aussi dans l'accompagnement vers peut-être explorer des sports qui sont catégorisés d'une manière, mais qui sont pas... qui n'ont pas de raison d'être attribués comme ça? Ça m'intéresse d'avoir votre expérience. Alors sur la question du genre, on a effectivement dédié une halle à des pratiques sportives urbaines qui étaient fortement pratiquées par des femmes, notamment le longboard dancing et le roller derby, des associations qui n'avaient pas d'espace de pratique officiel à Lausanne, mais qui développent un grand mouvement de pratiquantes. Donc on les a réunis sous ce même toit. Elles ont dû s'unir en association. En fait, c'est 7 associations qui ont dû unir leurs forces, créer une association pour exploiter le lieu, qui est notre point de contact. Toute la gouvernance de cette association est faite de femmes. C'est des présidents, des secrétaires de ces clubs qui gèrent ça et qui décident de l'exploitation du lieu, qui en définissent les contours. Et puis de fil en aiguille, maintenant il y a des soirées réservées, des soirées en non-mixité, dans un cadre bienveillant, sécurisant pour favoriser le développement de la pratique sportive, par exemple du skateboard auprès des femmes. Donc c'est dans cet esprit-là, en fait, c'est plus le choix de partenaires sportifs portés par des pratiquantes, des ambassadrices, pour développer ces pratiques qui sont quand même stéréotypées masculines, mais qui ont un bassin de pratiquantes et qu'on souhaitait développer. Ah, donc des soirées interdites aux hommes, alors? Exact, ouais. Ah d'accord. Ah, j'avais bien compris, alors. C'est juste. Mais c'est une fois par semaine. Donc, je m'en plains pas. Les hommes ont aussi leur place dans la halle. Oui. Non, je crois que c'est bon, là, c'est vert. Alors moi, j'avais une question pour aussi les porteurs du projet de Beaulieu. J'ai l'impression qu'entre l'idée politique de repenser ce site et puis l'ouverture, il s'est passé très peu de temps, ça a été très très vite, sauf erreur 1 ou 2 ans, pas plus, même pas. Souvent, ce qui casse la dynamique de tel projet, c'est la case permis de construire. Ça prend souvent beaucoup de temps.
puisqu'a priori, pour des changements d'utilisation d'une telle ampleur, enfin, en tout cas, le cadre légal dit qu'il faut une enquête publique, des autorisations spéciales de différents services cantonaux, etc. Donc ma question, c'est est-ce que cette case, elle a été faite et puis c'est pas présenté dans les slides et puis tout s'est bien passé, ou est-ce qu'elle n'a pas été faite? Et puis si c'est le cas, avec quelle stratégie, quels arguments? Moi, je suis dans un service technique communal et puis souvent, nos élus ont quand même prêté serment et puis on les accompagne pour respecter le cadre légal. Et puis ça met du plomb dans l'aile à la dynamique des projets. Donc un peu quelle a été votre approche par rapport à ça? Je pense notamment à l'ECA. Même si on ne redémolit pas tout et refait pas tout, il y a des changements de concept incendie, on est obligé de passer par une CAMAC pour les faire approuver. Et puis c'est souvent là que ça commence à être très très compliqué pour retenir les délais. Oui, puis il y a beaucoup de monde qui y va, donc il faudrait une étude d'impact pour savoir comment on fait. Est-ce que vous avez créé des parkings, enfin, pour accueillir tous ces gens qui nécessairement viennent en voiture, etc. Alors peut-être pour répondre, alors moi je suis pas du tout, je suis ni urbaniste, ni architecte, ni spécialiste des projets de construction, mais je vais quand même essayer de pouvoir vous répondre le plus clairement. Et puis Christian Perroux, qui est architecte et qui a travaillé aussi très directement sur le projet, pourra sans doute compléter. Alors bon, parking, il se trouve qu'à Beaulieu, c'est encore on va dire peut-être encore un reliquat du passé, mais il y a un parking de 600 places qui est sous le site, sous la plateforme, sous les jardins. Non, pour revenir, alors l'affectation en fait de ces halles est une affectation qui historiquement a été définie de façon assez large pour des activités d'intérêt public. Donc c'est clair que les activités qui ont été accueillies dans ce programme éphémère répondaient à ce postulat. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, ça a été le cas aussi pour certaines nouvelles affectations dans le cadre du CHUV. Il y a la possibilité, si on ne touche pas à l'enveloppe, et pour peu évidemment que les conditions de sécurité à l'intérieur des bâtiments, en fonction des types d'usage ou de leur spécificité, et évidemment après ça concerne la question des voies de fuite, de la défense incendie, etc., soient respectées, il n'y ait pas la nécessité, si c'est pour une période temporaire, de repasser par une procédure de permis de construire. Donc c'est ce qui s'est passé, et c'est effectivement ce qui a permis, ça a été complètement déterminant, de pouvoir avancer extrêmement rapidement et puis sans repasser aussi par études d'impact, etc. Donc voilà, je dirais pour comment les choses se sont construites. Alors bien évidemment ensuite il y a eu toutes les visites nécessaires, notamment du service défense incendie, pour vérifier en fonction, on le voit bien en plus il y a une mixité d'acteurs et donc d'usage. Textura travaille du textile et ça en fait c'est d'un point de vue défense incendie, c'est warning total. Donc il a fallu effectivement que, et ça faisait partie un peu du deal. J'ai parlé de l'implémentation. Là où c'était compliqué, c'était effectivement d'arriver à résoudre cette case-là en fonction d'implantation qui était assez différente suivant les typologies d'acteurs. Et ça a pris, honnêtement, on a lancé le projet. C'était vraiment la priorité, c'était d'arriver à définir toutes les conditions d'aménagement des différentes halles qui étaient nécessaires à remplir le cahier des charges, notamment en matière de sécurité. Et ça a été effectivement un boulot très stressant pour arriver à ouvrir avec les conditions qui soient réunies. Et très sincèrement, et puis ça je pense c'est dans tout projet, en tout cas de cette nature, on a encore eu un temps d'amélioration parce qu'avec l'exploitation, on se rend compte parfois d'enjeux qui n'ont pas forcément été identifiés, je dirais, sur le papier, sur les plans. Je ne sais pas si tu voulais compléter, Christian. Peut-être c'est vrai, au niveau de notre objectif, c'était justement avec la police du feu de respecter les exigences en matière d'évacuation, ce qui a été mis en place avec des compartiments feu sur les différentes affectations. Comme on l'a dit, il y a 12 mm² d'affectation sport et puis près 6 mm² d'affectation tertiaire avec des acteurs autres. Et puis là, c'était vraiment notre objectif au niveau de mise en œuvre des travaux, de respecter tout ce qui est exigence des normes feu. Ce qui est quand même d'intéressant, c'est que potentiellement ces usages vont changer, mais ces principes de compartimentage peuvent rester. Et donc il y a une sorte de logique d'usage qui peut quand même évoluer, malgré le fait que on fait du roller, je ne me rappelle plus, roller derby ça s'appelle, mais ça pourrait devenir tout à fait autre chose. Quand on parle de paddle, on ne parle pas de trucs dans l'eau. Hein. C'est bien un sport de balle. Hein. C'est bien ça. Toutes les circulations. Parce que ça, alors, évidemment...
ça compliquerait les choses. Une autre question? Oui. 2, 3. Merci. Alors moi j'ai 2 questions, une par rapport à Beaulieu et puis une autre pour Madame Favre. Alors la question par rapport à Beaulieu, c'est donc on a des gens qui ont dû se regrouper en association pour pouvoir déposer un dossier et puis être là jusqu'en 2026. Est-ce que ces associations auront encore une offre disponible pour pouvoir continuer à vivre après 2026, ou est-ce qu'il n'y a rien de prévu à ce niveau-là? Oui, alors je suis expert en estimation immobilière, autant vous dire que le politique, nous on est aux premières loges avec les questions de prix. C'est ça, c'est que vous créez un précédent là, donc c'est l'angoisse du politique. Alors d'abord, merci beaucoup. Je vais être très politique, donc je vous remercie pour votre excellente question. Je ne suis pas politique, je suis membre de l'administration. Mais non, c'est pour dire, c'est une question intéressante et ça montre aussi qu'il faut un certain courage politique justement pour embrancher ce genre de projet. Parce qu'inévitablement, si ça marche, parce que quelque part, lorsqu'on l'a imaginé tous ensemble, on s'est dit, voilà, il y a une opportunité. Ma foi, le monde n'est jamais parfait, donc c'est pas forcément un projet qui pourrait être pérenne, mais essayons de voir avec un certain nombre de partenaires si c'est véritablement une opportunité, comme un laboratoire, quelque part, sur un espace-temps qui nous conduisait de 2022 à 2026. Donc, il fallait effectivement trouver des partenaires qui disent banco à cette temporalité-là et qui aient envie finalement de contribuer quelque part à ce test ou à cela. Maintenant, d'un point de vue politique, effectivement, si ça marche, il faut être capable ensuite de répondre à l'engouement que le projet a suscité. Et ça, c'est quelque chose que l'on avait évidemment en tête, puisqu'on parle d'un laboratoire, c'est évidemment, ça sert à rien de tester quelque chose si on ne veut rien en faire derrière. Et donc, très brièvement, je ne peux pas trop m'étendre aujourd'hui là-dessus, mais la ville de Lausanne aura l'occasion très prochainement de communiquer sur le futur de ces surfaces. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il a évidemment été imaginé de pouvoir intégrer dans le cadre du futur projet pour Beaulieu la pratique du sport dont l'engouement maintenant est confirmé, je dirais, par ce projet. Donc ça, c'est un élément qui était dès le départ intégré. Et voilà, c'est la réponse que je peux vous donner maintenant. Donc en fait, ça vous a permis de tester les sports qui pourraient se pérenniser au-delà de la période de test? Alors je dirais pas ça, je dirais plutôt, est-ce que le fait de proposer du sport à Beaulieu permettait effectivement de répondre à un besoin ? Premièrement, parce que en tant que collectivité publique, on est là pour finalement répondre aux besoins de la population. Et est-ce que le rendez-vous allait se prendre? Alors, il y a une programmation des sports. Peut-être je passerai après la parole à Jérôme qui a fait la programmation des sports. Elle dépend déjà de conditions physiques, d'infrastructures. Il y a des sports où vous avez besoin de beaucoup de plafonds, d'autres pas. Il y en a vous avez besoin de lumière du jour, donc de fenêtres, d'autres pas, etc. Il y a des questions d'aération. Enfin bref, il y a plein de contingences quelque part en termes de construction qui sont liées aux typologies de sport que vous pouvez proposer. Puis après, il y a aussi des enjeux de partenaires. On a trouvé là des partenaires qui disaient banco pour cette période, c'est-à-dire qu'il faut trouver aussi des gens qui sont prêts à s'engager, qui ont une certaine dynamique et un savoir-faire. Parce que quelque part, nous, on propose des murs, mais il faut ce savoir-faire à l'intérieur de ces murs. Donc, ce qui s'est passé dans le contexte à le nord, l'idée, c'est d'avoir toujours la pratique du sport à Beaulieu, mais peut-être qu'en arrivant avec une nouvelle construction, il y aura un cahier des charges qui fera que la programmation peut-être changera ou pas. Ça, c'est extrêmement compliqué de pouvoir vous le dire maintenant. Merci. Et alors, j'avais une deuxième question, mais c'était pour Madame Favre. C'était concernant la construction. Bon, je suis expert en estimation immobilière. La théorie moderne d'estimation dit que la valeur d'un bien immobilier dépend pas du passé, plutôt pour le coup de combien il va ramener dans le futur, moins ce qu'il va falloir consentir, et du coup, comme investissement. Et du coup, la question, ça va être au niveau de la cyclicité des cycles de rénovation pour ce type de construction, parce qu'on a quand même du liège qui est très exposé à l'humidité et à l'air. Comment ça va survivre? Combien de temps on escompte comme temps de survie pour une telle construction avant de devoir entreprendre un premier cycle de rénovation, en tout cas au niveau de l'enveloppe? Je me fais pas trop d'inquiétude pour la structure bois parce qu'on sait que ça reste bien au sec, ça tient bien.
Alors par rapport au liège, le liège c'est du bois. C'est donc l'écorce du chêne liège et pour autant il se comporte exactement comme le bois. C'est pas poreux. Les copeaux de bois sont liés entre eux par la sève, leur propre sève de l'écorce du chêne liège. Et c'est pas que l'eau peut rester dans des aspérités, elle peut rester très superficiellement, mais elle va pas migrer vers l'intérieur. C'est pas perméable, c'est perspirant, mais pas perméable. Donc pas poreux. Et le vieillissement de tous ces matériaux, en réalité, il est déjà bien connu. Les ingénieurs en matériaux ont des connaissances sur le vieillissement du liège notamment, mais sur d'autres matérialités aussi. Et ce qui fait que ces réponses, elles sont connues au moment où on propose ces matérialités. De l'entretien, il y en aura. Il ne faut pas imaginer qu'on bâtit des édifices sans pouvoir se séparer de la question de l'entretien et de la maintenance. Et justement, cette question de la maintenance et de l'entretien, aujourd'hui, elle devient plus importante parce qu'on veut faire durer les bâtiments. Alors, à construire avec du bois, on connaît un peu les temporalités dans lesquelles on va devoir réintervenir. C'est vrai aussi quand on fait un bâtiment qui est crépi. C'est encore plus vite qu'on doit réintervenir. Chaque matérialité a son temps de maintenance. Mais c'est pas un matériau qui est fragile, c'est pas un matériau qui va pourrir ou se désagréger. Ce sont des craintes qu'on a quand on ne connaît pas encore bien la matière. Mais en réalité, c'est des arguments qui peuvent être des faits parce que ces connaissances, à travers des études d'ingénieurs en matériaux, sont vraiment là. Elles permettent d'aller de l'avant. La même chose pour la terre crue. Souvent, les craintes, c'est de dire oui, mais si c'est de la terre crue, elle va se désagréger, comment est-ce qu'on va pouvoir entretenir? Alors que souvent, la terre crue est utilisée à l'intérieur. C'est le cas également, vous l'avez vu dans ce petit bâtiment. La terre crue, elle est dure, elle s'émiette pas, elle tombe pas d'elle-même, et au contraire, elle a une circularité importante, tout comme le liège, tout comme le bois. Alors que d'autres modes de construction qui collent les éléments entre eux, ou comme le béton, à moins de le réemployer, c'est plus difficile de séparer les éléments pour ensuite arriver en fin de vie, les remettre dans un circuit fermé et non pas linéaire. Et ça, ces matériaux-là présentent ces valeurs-là. C'est les mêmes cyclicités que le bois pour le liège, oui. Monsieur, vous aviez une question. Bonjour, Éloi Chevalier, commune de Crissier. J'ai une question pour l'Office fédéral des sports. Ça concerne ce programme Cisco dont vous nous avez parlé. J'ai peut-être pas tout à fait bien saisi de quoi il s'agissait exactement. Il s'agit, à ma compréhension, d'une sorte de plan directeur des installations sportives d'une commune. Peut-être sur quelle temporalité est-ce qu'on pense ces Cisco? Et puis en fait, pour une commune, je trouve intéressant de réfléchir de ce point de vue-là. On a tendance à faire de la planification scolaire, à planifier énormément d'aspects différents d'une commune. Les installations sportives sont quand même des installations à forte... qui occupent des grandes parties de territoire. Pour une commune assez enclavée comme celle de Crissier, assez construite, c'est compliqué de voir venir. On se rend compte actuellement, par exemple, qu'on a un club de football qui est complètement sous-dimensionné avec des gens qui ne peuvent pas pratiquer le sport. Donc en fait, en somme, une attente, une file d'attente pour s'inscrire au club, etc. etc. C'est aussi des vecteurs sociaux, donc c'est important de voir venir ces choses-là. Je pose un autre problème, par exemple, c'est si une entreprise privée vient nous dire
qu'elle souhaite implanter une halle de tennis ou encore une piscine privée, enfin une piscine en main privée mais publique dans une zone d'activité, comment est-ce que la commune peut... Donc en fait, bref, cet outil directeur des installations sportives, je la trouve intéressante. Cependant, j'ai pas bien compris comment une commune doit s'y prendre si elle souhaite entrer en matière pour ses Cisco. Comment cela débute, comment se passent les financements. On a vu des chiffres affichés à l'écran, etc., etc. Voilà, je vous remercie. Alors la temporalité c'est la même comme vous faisiez un aménagement territoire pour la commune. Alors ça c'est une perspective de 15 ou 20 ans ou 25 ans. Et à mon avis c'est bien si on peut intégrer cette idée et cet sujet dans la même chose comme vous faisiez votre planification pour des écoles. Parce que ça c'est l'un des besoins normalement principal pour des installations sportives parce que vous avez la loi pour faire 3 heures de sport dans des écoles. Alors pour ça, vous devrez construire des salles de sport et des installations de plein air pour des écoles. Et l'autre problème avec l'intégration des besoins ou des privés, c'est la communication. Vous pouvez discuter avec cette entreprise si vous pouvez utiliser les installations aussi pour des autres choses, pour des autres publics, pour des autres utilisateurs. Alors, en ville de Zurich, on a beaucoup de terrains de tennis qui sont en main privée des banques, des Crédit Suisse. Maintenant, peut-être ça va dans la propriété de ville de Zurich. Mais on a beaucoup de choses, des installations qui sont privées qu'on doit aussi utiliser pour des autres personnes. Ça, c'est la même chose avec des piscines couvertes on utilise pour des écoles. Dans les années 70 et 80, on a beaucoup d'argent dans des communes, on a beaucoup investi dans cette installation sportive. Et maintenant, quand on doit rénover cette installation, on doit chercher l'argent, mais si on peut utiliser ça aussi pour la grande publicité, c'est peut-être plus facile pour trouver l'argent pour la rénovation. Oui, mais ce que je trouve intéressant dans cette question, c'est le fait qu'il y a des acteurs publics puis des acteurs privés, que parfois des privés ont un projet, mais que finalement il n'est peut-être pas bien situé. Quand on a un acteur public, c'est qu'on a réfléchi non seulement à un besoin, qu'on a intégré des aspects de planification, des aspects fonciers, des aspects économiques, parce que de toute façon on va perdre de l'argent. Alors que si tout d'un coup on a une demande, tout d'un coup elle sera peut-être comme au Crédit Suisse, à un endroit qui est mal situé et pas du tout mutualisé. Donc finalement, c'est une vraie question en fait ce que je pose, c'est pas un jugement de valeur encore. Mais est-ce que réellement un équipement public peut être développé par un privé pour respecter en gros les gros canons du développement territorial aujourd'hui ou du développement vers l'intérieur, c'est-à-dire le bon court de tennis pour les bons utilisateurs au bon endroit? Est-ce que Crédit Suisse, est-ce que UBS a la capacité de le faire? Ou est-ce qu'on est obligé de trouver ces partenariats, voire même que l'initiative de ces équipements soit une initiative communale ou cantonale, publique? Oui, on est déjà dans une discussion politique. Ah, directement. Je pensais y échapper. Donc la réponse est oui. C'est forcément les collectivités publiques qui sont à la manœuvre, qui doivent être à la manœuvre. Un peu, non seulement des questions d'affectation, mais probablement aussi des services qui sont à l'initiative. Donc l'initiative, elle n'est pas que privée. C'est l'initiative publique, quoi. Ouais. C'est de l'entrepreneuriat public. Ouais. Chouette. Oui. Comment un exemple de Cisco pour une commune qui souhaite... Oui, quelle est la démarche en gros? Crissier va devoir faire quoi maintenant? Est-ce qu'il vous appelle, maintenant que le contact est établi?
je ne sais pas. Oui, c'est la commune qui doit faire la démarche. Il y a peu de spécialistes. Pour les Cisco, il y a un grand spécialiste en Suisse allemand, il y a un en Suisse romande. Et il faut contacter ces spécialistes, c'est clair, qui ont déjà l'expérience. Vous avez vu, il y a au moins 50 en Suisse allemand, et puis c'est, je pense, une vingtaine ou une trentaine, c'était fait de la même personne. Et puis, oui, c'est la commune. Pour nous, c'est la commune qui doit faire le démarche. Et puis, vous avez vu, pour le CISIN, la Confédération donne beaucoup d'argent. Maintenant, on n'a plus d'argent, comme on avait eu pour les projets pilotes. Mais il y a toujours la possibilité aussi de demander la loterie romande pour un soutien. Parce que c'est toujours les questions des communes, on veut construire ça et ça, mais on n'a pas assez d'argent. Alors la première réponse, c'est essayer d'aller avec votre projet à la loterie romande. Et puis après, c'est clair, c'est la commune qui doit faire le premier pas. Le premier pas, et puis après, comme il a dit, c'est la communication. Alors, c'est un Cisco, c'est un projet de participation avec toutes les sociétés, avec tous les partenariats, oui. Ouais. C'est la participation, c'est la première chose, mais je veux bien dire, c'est la commune qui doit faire la démarche. Souvent, c'est comme ça. Une commune, on a un exemple maintenant de Tramelan, on veut construire un terrain synthétique parce que pour le foot, on n'a pas assez de terrain. Et puis là, on a aussi dit, il faut bien réfléchir. Est-ce qu'on ne veut pas faire un Cisco? Parce qu'il n'y a peut-être pas seulement le foot, il y a les autres gens qui bougent sans société, qui veulent aussi avoir quelque chose. Et puis, des fois, c'est communal, mais par exemple, Tramelan, c'est tout à côté de Saigné-Légier. Peut-être ça... c'est pas seulement un Cisco, peut-être ça se développe dans un projet régional, même pas cantonal. Alors il faut chercher tous les players, je dis en anglais. Les intervenants. Ouais. Il faut les réunir à une table, et puis ça c'est le démarche pour un Cisco. On a une dernière question parce que on est attendu depuis 10 minutes pour manger, donc on va faire vite une question, vite une réponse, et puis ensuite on peut continuer de discuter en mangeant. Merci beaucoup, je vais faire très vite. Je suis responsable de l'urbanisme à la ville de Carouge. Carouge, c'est une toute petite ville avec une forte densité, des grands projets, beaucoup de besoins sportifs, mais pas seulement. En termes d'équipement public, il y a évidemment, là on a beaucoup parlé de sport, mais des besoins sociaux, des besoins culturels extrêmement importants. Du coup, on a peu parlé, on parle de mutualisation, mais pas de pesée d'intérêt entre l'ensemble de ces besoins. Et ça, c'est que en parlant des besoins en termes d'équipement, mais quand on vient superposer les pesées d'intérêt liées notamment à les valeurs écologiques qui commencent à prendre de plus en plus d'ampleur, on voit qu'on confronte une multitude de besoins et qu'il y a probablement la nécessité de lancer des projets à une échelle et avec un cumul de strates et de problématiques qui vont au-delà du programme sportif le mieux mutualisé possible, mais qui va au-delà du sport ou de la culture ou du social en silo. Et je me demandais à travers votre outil si c'était à quel point vous hybridez justement ces thématiques pour prendre en compte par exemple le lien entre la trame noire et l'illumination des stades de foot. Ou ce genre de choses, finalement, comment ces différentes problématiques se superposent dans le cadre d'une planification territoriale long terme orientée sport et mouvement. Bonne chance pour la réponse. En attendant, le 24 janvier, comme ça vous l'a été dit, 2024, à Morges, il y aura cette journée sur la pesée d'intérêt. On a d'ailleurs beaucoup discuté au comité. La question c'est, est-ce que c'est une journée sur la pesée d'intérêt ou est-ce que c'est une journée sur l'intérêt public prépondérant?
Et donc, c'est quoi l'intérêt public? C'est quoi la pesée d'intérêt? C'est quoi les intérêts en présence? C'est des questions en fait qui dépassent, mais vous faites bien d'élargir le débat. On a beaucoup focalisé aussi pour une question de simplicité de débat et de cohérence du sujet. C'est vrai qu'il y a d'autres intervenants, mais et d'autres usages et d'autres natures d'équipement public. Mais effectivement, c'est une question qui, à ce moment-là, sera reprise le 24 janvier. Mais je ne sais pas si vous voulez répondre à cette question, par exemple, cette question difficile visiblement, sur, par exemple, l'éclairage des stades et le fait qu'il va falloir trancher entre les insectes, par exemple, et le fait que le soir, les gens aiment jouer au football. Je peux presser ? Non. C'est clair, ces questions, on les traite aussi. On a fait une formation, c'est l'éclairage et le bruit. Le bruit aussi, c'est une grande question. Et puis là, il faut trouver des règles entre les sportifs et puis les voisins. Ben, c'est aussi politique, de nouveaux politiques qui définissent ces règles. Et puis... peut-être on n'a pas trop dit, mais tout ce qu'on propose dans ce Cisco aussi, c'est les places de jeu. C'est pas toujours le sport. Hein. On veut voir large. Et puis, je dis, la Gurtzelen, c'est un exemple, un bon exemple socio-culturel. Il y a tout qui bouge sur ce terrain. Je connais très bien parce que mon fils, il travaille aussi là. C'est incroyable. Et puis, c'est les gens là qui mettent en avant. C'était prévu pour 3 ans. Maintenant, 2017, maintenant, c'est déjà 3 ans qui ont passé. Ça continue. Les gens là, ils continuent. On ne sait pas. Il y a déjà un concours hein, pour des logements sur ce terrain, mais d'abord, ils construisent à côté, et puis ça continue peut-être. C'est comme un jour West-Ost so nicht à Vienne, qui ne va pas être construit. Peut-être ça reste, mais on ne sait pas. Et puis c'est porté par les gens là qui continuent pour une bonne chose. Et puis c'est incroyable. Moi, je trouve que c'est vraiment incroyable comme ça continue. Je peux dire l'exemple, il y avait un bistrot, c'était prévu pour 3 ans, maintenant c'est un autre qui peut venir et puis peut faire son bistrot pendant 3 ans. On est plus fixe, on vivre avec ça et puis c'est les gens, aussi les gens de la commune qui aident. Quand ça fonctionne bien, ben les gens de l'extérieur viennent voir et puis disent ben, ça fonctionne, alors on soutient. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans l'exemple Gurtzelen, dans probablement l'exemple de Beaulieu aussi, c'est ce côté éphémère crée un peu aussi une précarité de tout cet engagement qui risque un peu de mourir. Donc pour l'instant, il y a beaucoup de projets comme ça. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'attentes qui sont créées pour que ces projets puissent rester. Donc on se réjouit de voir ça tout à l'heure et devenir des lobbyistes de ces activités-là, ou en tout cas de découvrir les activités, d'avoir envie de les dépasser. Puis votre question, je trouve qu'elle renvoie à une question supérieure, donc c'est très bien que vous soyez là aussi pour l'entendre. Toutes ces questions de la pesée d'intérêt, c'est des questions en fait supérieures, des questions supérieures aux différents usages, parce que les usages passent, mais le territoire reste. C'est une ressource qui est limitée, il faut exploiter durablement, ne pas le saccager, etc. Donc on ne peut pas dire il n'y a qu'à Faucon, on va construire des nouveaux stades parce qu'on en a besoin, etc. Mais c'est bien les nouveaux stades où qu'est-ce qu'on devra abandonner à la place. Donc c'est des questions d'aménagement du territoire. C'est pourquoi que plus que jamais, on a compris, vous êtes des interlocuteurs intéressants, mais je pense que les aménagistes, les urbanistes sont des interlocuteurs fondamentaux pour toutes ces questions-là, parce qu'évidemment que tous ces équipements sont coordonnés avec plein de politiques publiques et surtout avec un territoire qui doit rester ce qu'il est, parce que la Suisse n'a pas l'intention d'abord d'envahir d'autres pays, mais accessoirement, les autres pays sont aussi confrontés au même problème. Donc c'est une problématique d'actualité. Il faut revenir le 24 janvier. Il me semble que c'est la journée c'est à Morges, mais non seulement c'est la journée d'espace suisse, c'est aussi l'indépendance vaudoise à Morges, donc ça sera l'occasion de chanter l'hymne vaudois. En attendant de le répéter, rendez-vous pour manger maintenant. Rendez-vous à 2h pour
la présentation de Nicole Christ et de ses services avant de partir en 2 groupes, soit au Hall de Beaulieu, soit au Temple Saint-Luc à la Pontaise. Et puis on se retrouvera pour un apéro, je crois à 16h si je ne m'abuse, à 16h30 pour un apéro tous ensemble au Hall de Beaulieu, où ceux qui n'auront pas vu, celles et ceux qui n'auront pas vu les Halles de Beaulieu pourront quand même jeter un œil sur ce fonctionnement. Merci beaucoup de votre participation attentive ce matin. Désolé pour le manque de pause, mais c'est maintenant que ça se passe, la pause et le repas. N'hésitez pas à discuter avec vos voisines et voisins respectifs. Merci beaucoup.